Donc ce mystérieux hebdomadaire satirique paraissant le mercredi. Comment, vous, monsieur Karcher, vous lisez cet infect journal, là? Je lui dis, pourquoi il est sale? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Alors, il y a le charcutier qui lui... Qu'est-ce que vous disiez, vous? Ah oui, oh, ça c'est de la blague, ça ne devrait pas exister, ces journaux-là, ça ne devrait pas exister. Le 5 mars 1986, un numéro historique est apparu dans les kiosques. Le Canard enchaîné a 70 printemps. Il n'y a pas beaucoup de journaux actuellement qui ont 70 ans d'âge. Roger Fressos, directeur du Canard enchaîné. C'est un signe de durée et c'est le signe que nous avons traversé des périodes diverses, parfois difficiles, et que nous avons tenues. Clémenceau, qui était dans l'opposition, avait un journal qui s'appelait L'Homme libre. Et puis, comme c'était la guerre, comme la censure militaire sévissait, et aussi la censure politique, et que Clémenceau était très critique vis-à-vis du gouvernement et de l'état-major, la censure, Anastasie, lui coupait largement ses éditoriaux. Alors un jour, exaspéré, Clémenceau a décidé d'appeler son journal L'Homme enchaîné. Et du coup, par analogie, Maréchal a appelé le sien Le Canard enchaîné. N'en faites pas! Pendant la guerre de 100 ans, ils sont tous morts de vieillesse. Le Canard enchaîné est un journal pacifique, presque pacifiste, il ne pouvait pas le dire, mais il trouvait que cette guerre, telle qu'elle était faite, était une vaste boucherie, que d'autre part, sous l'impulsion des militaires, de l'état-major, la grande presse, les académiciens de l'époque la décrivaient comme une partie de plaisir fraîche et joyeuse. Et puis voilà, de M. Richepin, le drapeau est tellement un être vivant qu'on lui rend les honneurs, qu'on le salue, que vous-même, dans une revue, mesdames, quand vous le voyez passer, vous vous inclinez, les unes mettant la main sur le cœur, d'autres faisant le geste du serment, d'autres en lui envoyant un baiser. Quelque geste que vous fassiez, vous n'en ferez jamais de plus auguste que le jour où vous mettrez au monde un enfant qui se fera tuer par lui. C'est pas incroyable, des conneries comme ça. Ben, c'est une réaction à des âneries de ce style que le Canard a été créé. Les poilus ont été heureux de voir qu'enfin un journal essayait de dire autre chose que ces héroïques idioties qui sévissaient dans la grande presse. Est-ce qu'on peut dire justement que le Canard est un journal de tranchée? Au même titre, par exemple, j'ai trouvé d'autres titres, le Canard poilu, le Canard du boyau, le Poilu déchaîné, le Canard de la Suippe. Le Canard a commencé comme un journal de tranchée, comme beaucoup des titres que vous citez, et puis il a subsisté, il y en a que deux qui ont subsisté. C'est celui de Galtier-Boissière, le Crapouillot, et puis le Canard enchaîné de Maréchal. Mais il était très lu par les soldats, évidemment. On se le passait sous le manteau, je veux dire sous la capote, parce qu'il était interdit dans la tranchée. En 1915, à l'automne 1915, c'est ce qu'on appelle le numéro 01. Maintenant, c'est une sorte de canard prématuré ou un canard prototype. Et il n'a eu que 5 numéros. Et puis il a disparu. Et puis alors le canard est ressuscité, un peu comme un phénix, en juillet 1916. Et alors là, il était bien constitué et il a continué à vivre.
Maréchal était un journaliste du matin et il ne pouvait pas exprimer ses idées, notamment ce qu'il pensait de ce bourrage de crâne dans la grande presse. Alors il a essayé de faire un journal. Il avait peu de ressources. Je crois qu'il avait 10 000 francs de l'époque et puis quelques amis. Et alors la première salle de rédaction du Canard, ça a été sa salle à manger. On faisait le journal entre l'apéritif et le pouce-café. Le côté artisanal, alors, a été accru par la distribution. Les abonnés parisiens étaient servis directement par l'épouse de Maréchal, Jeanne, qui faisait le transport à bicyclette. Le Maréchal vivait le Canard, le pensait, le rédigeait pas. À la fin, il était devenu un peu rebelle, il écrivait peu, mais il était toujours là. Il ne donnait pas d'instructions, il ne faisait pas le Canard, mais enfin, il l'inspirait, c'est exactement ça. Maréchal était un journaliste dans l'âme, mais de formation qu'on appellerait maintenant libertaire. Et libertaire à l'époque, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire antimilitariste? Ça voulait dire refusant le conformisme et avec tendance à prendre un peu systématiquement le contre-pied de tout ce que les autres disaient. C'était facile, ils disaient tellement de bêtises, vous savez. Maréchal installe donc le Canard à Paris, près de la place de la République, au 38 rue de Bondy. Il regroupe quelques amis dessinateurs et journalistes. Victor Snell était un avocat d'origine suisse, membre du Parti socialiste, plus doctrinaire que Maréchal, mais surtout très bon journaliste, qui est capable de faire un papier très vite, de titrer très vite. Gassier était plus politisé. Il était membre du Parti socialiste à l'époque, et il a quitté le Canard et il est allé travailler à l'Humanité. Et Gassier a été un initiateur amateur de dessin. C'est lui le premier qui a fait ce dessin au trait. Il a été le maître ensuite de Sénep et de beaucoup d'autres dessinateurs. Gassier me l'a dit. Madame Fusier. Un jour, Sénep a dit, d'ailleurs dans un milieu de dessinateurs, que Gassier était son maître. Parce que Sénep était un peu plus jeune que Gassier. C'était pas au Figaro à l'époque, si, peut-être. Enfin, le patron, le rédacteur en chef, si vous voulez, oui, a dit à Sénep, qui était tout jeune dessinateur, il lui mettait tous les soirs le dessin de Gassier sur sa table et il disait, c'est ça que je veux. Les collaborateurs du Canard. Lucien Laforge et Gassier dans l'exercice de leurs fonctions. Lucien Laforge. Ciel, pourvu qu'ils ne demandent pas la négresse tous à la fois. Et si on fait la paix, à quoi on va jouer? Les premiers numéros du Canard ont été férocement saccagés par la censure. Il est arrivé qu'un article du Canard soit refusé. Un autre journal le reprend, qui était complice, en l'attribuant à un journal allemand satirique qui s'appelait Simplicissimus. Et alors, cette fois-ci, la censure française l'avait laissé passer. Et le Canard a ensuite triomphé en disant, vous voyez, comme nos censeurs sont bêtes. Clémenceau est devenu président du Conseil, comme vous le savez, le père La Victoire, et puis ensuite il a fait la paix, le Canard l'a surnommé le père, P-E-R-D, La Victoire. Et quand il est redevenu président du Conseil, on lui a demandé s'il allait supprimer la censure, il a répondu, vous me prenez pour un con. Le Canard enchaîné doit continuer à ruser avec Anastasie. Mais malgré ses poursuites, la censure n'aura pas sa peau. Ce sont ses lecteurs qui doivent le soutenir, car le Canard enchaîné est le seul journal du monde qui ne fasse de réclame ni pour les cartomanciennes, ni pour les pharmaciens. Jeune fille qui voulez vous marier, n'épousez qu'un lecteur du Canard enchaîné. Ne payez pas votre loyer si votre propriétaire n'est pas abonné au Canard enchaîné. 1918, ouf. Mais la censure sur la presse ne sera levée qu'à la signature de la paix. Sa nouvelle appellation ne correspond pas très bien à son esprit. Quelques mois plus tard, il reprend son titre d'origine. De la rue de Bondy, il va prendre son vol à travers toute la France. Maréchal renforce sa rédaction.
Il appelle Rodolphe Bringer, natif de Pierrelatte, qui va animer le canard de sa verve méridionale. André Dalle, poète et romancier, mais aussi redoutable polémiste. Dr Whip, fonctionnaire à la préfecture de la Seine, où il rédige les discours d'inauguration pour les monuments aux morts. Et il avait introduit dans le canard l'humour anglo-saxon. Gabriel Massé. Alors moi je suis un gros admirateur, j'ai été nourri dans l'humour anglo-saxon. C'est l'humour que je préfère. Roger Salardenne, dit le fakir d'Ensalar. Salardenne, ça a été l'introduction au canard de l'esprit loufoque. C'est lui qui est à l'origine, et non pas Pierre Dac, comme on l'a dit, de l'os à moelle. Et est-ce que vous appréciez aussi René Buzelin? Ah, Bubu. Bubu, c'était un pilier, c'était un pilier du canard. Oui, son truc a beaucoup vieilli, la manière dont il traitait les trucs en alexandrin. Maintenant, ça paraît très vieillot, mais à l'époque, c'était bon, parce qu'il avait l'esprit, il avait beaucoup d'esprit. Il a d'ailleurs fait des revues, et des trucs à la manière de Rip. Des revues qui se sont un peu cassé la gueule d'ailleurs, mais avec la participation du canard. Le canard n'a jamais eu beaucoup de réussite sur scène, parce qu'ils sont comme moi, ils ne sont pas faits pour parler, ils sont faits pour écrire. Juste pour écrire. Guerre à la guerre! Ouais, en 1914, on disait déjà ça. Henri Guillac. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi doux, aussi pacifique, aussi... Ah, c'était Lanard doux, intérieur. Alors on lui doit d'abord le canard des manchettes. D'ailleurs, quand un dessinateur du canard aujourd'hui veut faire un canard, il fait du Guillac. On ne peut plus sortir de cette image-là. Jules Rivet était franc-maçon et anarchiste. Léo Campion l'a bien connu. C'était l'anarchiste typique. Il avait une espèce de bouc à la Méphistophéles, un grand chapeau à large bord, une lavalière et des bottes. Journaliste et écrivain spirituel, Georges de la Fouchardière collabora au Canard dès 1917. Il travaillait aussi à l'Œuvre, un journal quotidien. C'est là que Frédéric Potcher l'a connu. Il écrivait très vite et très bien, et moi je l'ai rencontré 2 ou 3 fois, mais c'était un patron pour moi. Il faisait partie des gens importants de l'époque. C'était pas un copain du tout, faut pas croire ça. Je le respectais. On respectait monsieur Georges de la Fouchardière. Je l'ai vu 2 ou 3 fois à la closerie des Lilas. Et vous savez, on l'abordait timidement, hein, on s'approchait de la Fouchardière avec respect. Il avait inventé le personnage de Bicard, dit le Bouif. Le personnage d'un cordonnier qui jugeait les événements à la façon de la Fouchardière, bien sûr. André Guérin. On ne le voyait jamais, la Fouchardière. Il venait faire son papier qu'il troussait en 10 minutes et courait aux courses pour ne pas rater la première. Il perdait tout ce qu'il voulait, naturellement. Mais il était ravi, c'était son existence. En 1926, le Canard quitte son nid de la rue de Bondy pour aller s'installer 9 rue Louis-le-Grand, près de l'Opéra, dans les locaux d'un journal ami, L'Œuvre. Dans les années 30, Frédéric Potcher est engagé à l'Œuvre. Et je suis dirigé sur un bureau qui était au fond d'un couloir, qui était crasseux. Il y avait une odeur de vieille pipe qui régnait là-dedans, c'était épouvantable. Et dans ce bureau, il y avait les dessinateurs. Les dessinateurs qu'on appelait les élites. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Henri Monnier, de William Grove, de Ferjac. Le soir, on s'est tous retrouvés, pour autant qu'ils m'en souviennent, au Café de la Paix. Et on avait un peu insisté sur la biboche, on était un peu, comment dirais-je, surexcités. Et je me rappelle qu'on a tous chanté à un moment donné, le 31 du mois d'août, avec ce petit refrain irrévérencieux, et merde pour la reine d'Angleterre. Et alors, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a un Anglais dont les sentiments loyalistes ont été hérissés, et qui s'est levé, et qui nous a dit « Merde pour Poincaré ». Et il savait tout. Monnier, c'est un homme qui savait tout. Et alors, il avait physiquement, il était curieux, il était très grand, il avait un grand nez, comme ça, il avait le visage pointu, en avant, il avait des grandes mains, des grands pieds,
il arpentait le palais royal comme ça, comme une girafe un peu. Et alors moi, quelquefois, quand je le voyais de ma fenêtre, parce que ma fenêtre donne sur le jardin, je lui disais « Salut Henri !» Alors il se mettait à hurler, il était heureux comme tout. C'était vraiment un camarade admirable. Un bon copain, vraiment un bon copain, Henri Monnier. Il est membre fondateur de la confrérie des chevaliers du Tastefès, dont je suis le sérénissime grand maître d'ailleurs. Monnier aime les canulars. À un journaliste de province qui vient faire un reportage sur le canard, il présente une rédaction composée uniquement de journalistes noirs. Tous les noirs, là, c'était des parents de Tazanne, qui était la femme martiniquaise d'Henri Monnier. Et alors Monnier, tout de suite, a fait les présentations. Il désigne l'oncle de Tazanne, il dit moi j'ai un ami, je vous présente Maurice Maréchal, notre directeur. Celui qui est à côté, là, c'est Pierre Bénard, rédacteur en chef. Le troisième, le plus crépus, là, c'est Antaino. Flash, il prend une photo et ça n'a pas raté. Le lendemain, dans le journal, il présentait son scoop sur 5 colonnes, le canard enchaîné fait par des Noirs. Il y avait un dessinateur au canal qui c'était un des meilleurs dessinateurs du monde, à mon avis, c'était peut-être les plus grands connus, que c'est Grove. Parce que Picasso disait que Grove c'était le meilleur dessinateur qu'il connaissait. Et Grove me faisait penser à Verlaine. Il avait quelque chose de Verlaine, il avait une espèce d'existence à la Verlaine, comme ça il était morne, il était trouble, on le trouvait entre deux apéritifs. C'était un rude fardeau, mais un fardeau qu'on supportait allègrement parce qu'il était tellement... Il nous manque encore. Ah oui, il nous manque encore. Mais seulement on ne pouvait pas rester plus de 3 jours avec lui, on avait envie de le battre. Et puis une fois 3 jours après on revenait, puis c'était très bien comme ça. On avait fait des Groves un soldat, c'était une idée extravagante. Les Allemands en ont fait un prisonnier, ils ont renoncé à l'utiliser, on finit par le renvoyer. Il était vraiment inutilisable. Et quand vous regardez ces dessins, c'est d'une simplicité fantastique. Eh bien, pour en arriver là, il jetait 40 dessins, il ne se décidait jamais à donner son dessin. Il fallait régulièrement aller le chercher son dessin, il ne trouvait jamais assez simplifié. C'est marrant parce que c'est le premier dessinateur que j'ai essayé de recopier. Cabu. Quand j'avais 12 ans. Grove. Parce que c'était facile. Oui, c'était plus facile. Ça semblait facile. Ça avait l'air plus facile. Ça l'était pas trop. C'est un côté dessin animé un petit peu... Le dessinateur, Lou. Personnage très simple, mais superbement graphique. Ciné. Un précurseur. Hein. Il copiait personne, il avait vraiment un style très personnel et qui se faisait pas du tout à l'époque. Vraiment, c'est étonnant. Venez donc pendre la crémière à la maison. Chacun de nous boit, que c'en est merveille. Chacun de nous boit, que c'en est merveille. Soignant notre poids à coups de bouteille. Bon, bon, bon. Nous avions à bord 40 000 bouteilles de la Côte d'Or. Mais nous en voulions encore. Le canard a créé le cru Julienas. Parce que, je ne me rappelle plus qui, si c'est Monnier ou qui avait dit, il faut aller dans cette région de Julienas, il y a un petit vin, qui s'était placé là-bas pour goûter le petit vin local. Et ils l'ont goûté, finalement, alors dans le canard, ça a été une scie. On ne parlait plus que de boire un coup de Julienas, et un coup de Julienas, quand on etc. Finalement, ce petit vin, il est devenu cru de Beaujolais. Il y a une espèce de communion autour de ces choses-là. Maurice et Jeanne Maréchal avaient le sens de la fête. Chaque anniversaire du canard était une nouvelle occasion de se réunir autour d'une bonne table. Les menus de l'époque font partie aujourd'hui des archives du canard. Autre tradition bien ancrée chez les journalistes, se retrouver au café. C'était au Cadran, qui à l'époque était un café du journaliste, il a beaucoup changé. Mais tout le monde s'y retrouvait au Cadran. Et nous vivions en bande. La plupart du temps, les rédacteurs déjeunaient ensemble.
Ils n'avaient pas de vie de famille, ils n'avaient pas de vie d'intérieur, c'était pas possible. Ils étaient à leur journal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 11 mois sur 12. Ils avaient un mois de vacances quand même. Le mardi, après le bouclage, Maréchal réunissait sa rédaction au Cave Murat. Les mardis du Canard n'étaient pas des mardis d'un cercle fermé. Il y avait les confrères des autres journaux, mais il y avait surtout les lecteurs. C'était élargi. Il y avait un représentant officiel des lecteurs qui était un brave postier breton qui s'appelait Le Guillerme. Il y avait aussi Trignol, l'auteur d'un livre qui s'appelle Pantruche, Mémoire d'un truand. Il ne fréquentait que des voyous, ne parlait que voyous, mais avec une truculence extraordinaire. Mais il venait à nos déjeuners. Il nous a fourni pas mal d'expressions, d'ailleurs, qui ont servi par la suite. Gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. Als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen, ist wieder stark geworden. Heute auch noch lachen. Deutsches Volk hielt viel selbst. Das Spaten ist ein Symbol. Die Jugend ist uns verschrieben, diese Zukunft. Malheur, le voilà qui s'attaque au plafond. En Italie, en Allemagne et bientôt en Espagne, le fascisme triomphe. En France, le Front populaire arrive au pouvoir. Sombre dimanche à Balai. Point de vue des bons bourgeois, paniqués par la victoire de la gauche. 3 jours de Front populaire et il manque déjà 3 Mirabelles dans la tarte. Léon Blum se prononce pour la non-intervention en Espagne. Cette décision divise la gauche française et crée un débat au sein même du Canard. Je voudrais simplement comprendre, titre Pierre Bénard. Évitons le piège sentimental, écrit Galtier-Boissière. La rédaction coupe un autre article de Galtier-Boissière. Celui-ci croit alors à une censure maison et quitte le Canard, suivi d'Henri Janson. Tous deux entament alors une polémique avec Pierre Bénard à travers le journal La Flèche. Galtier-Boissière était également le vénéré directeur, comme il aimait s'appeler lui-même en plaisantant, du Crapouillot. Il fit partie des plumes célèbres qui ont marqué le Canard depuis sa naissance. D'abord, dans les tout débuts, il y a eu Dorgelès, il y a eu Henri Béraud lui-même, il y a même eu Jean Cocteau pour un conte, il y a eu Raymond Radiguet, il y a eu Tristan Bernard, qui a été longtemps, et il y a eu Paul Vaillant-Couturier, qui est ensuite venu l'inventeur de la formule « Les lendemains qui chantent », et le rédacteur en chef de l'Humanité. C'était un grand journaliste et un grand écrivain. Eh bien, il a débuté au Canard. Il me faisait même des petits bourrimets à la gloire. Oui, oui, on peut se passer sans peine de métro, de paye de curé, de victoire franco-roumaine, mais pas de Canard enchaîné. Henri Janson, autre grande patte, a quitté plusieurs fois le Canard. Évidemment, il a quitté le Canard. C'est une amante du Canard, avec les ruptures, les retours, en toute sa vie. Il y a eu des hauts débats, des scènes, tout ça, mais il est toujours revenu, et il est mort au Canard. Janson, qui était célèbre pour son esprit, pour ses mots féroces, pour ses drôleries qui faisaient rire tout Paris, était aussi un homme qui avait des coups de cœur et qui savait pousser des coups de gueule. C'était au moment où Le Point faisait la grève de la faim, et là il a apporté un beau matin, je me souviens, j'étais au Marbre, il a apporté cet article qui vraiment fracassant. Et puis alors il y a Pierre Bénard, alors lui il est l'inventeur des mots du Canard, il est l'inventeur du lampiste, personnage de lampiste, qui est l'employé, qui était l'employé le plus subalterne de la SNCF. Et Pierre Bénard a donné une acception universelle au mot, c'est devenu le bouc émissaire. Chaque fois, comme avant, Gavroche disait c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, on disait c'est la faute aux lampistes. Alors Bénard a été également, sinon l'inventeur, du moins le colporteur du blablabla. Alors, qui est un mot canard, qui est un mot qui a ensuite été adopté par les journalistes anglo-saxons et qui a même été lancé à la tribune de l'ONU par le Pandit Nehru, le Premier ministre de l'Inde, qui a dit un jour c'est du blablabla comme dit le canard enchaîné. L'expression a aussi été reprise dans le dictionnaire de l'Académie française. Et pourtant, l'Académie n'est pas très ouverte au canard.
Elle n'est pas très ouverte, mais comme l'Académie est un conservatoire du blablabla, il allait de soi que le mot blablabla s'y impose. Le filet à crevettes! Il est entre l'huile à bronzer et le fascicule de mobilisation. En 1940, des journalistes du Canard sont mobilisés. Ils continuent pourtant à collaborer au journal. André Guérin en profite même pour créer la rubrique « L'ami Bidas ». Eh bien, c'était de ne pas prendre au tragique ce que les autres prenaient au tragique. Ne pas prendre au sérieux les travaux de M. Giraudoux à la censure et à l'information. Prendre un peu à rebrousse-poil toutes les consignes, en y mettant naturellement des formes, mais en ajoutant quelques menus détails qu'on ne pouvait ramasser qu'aux armées. Il n'y a pas eu trop d'ennuis. Oh, j'ai été souvent censuré quand même, il y a eu des blancs dans mes papiers. Bientôt, la censure et la débâcle ne permettront plus à Maurice Maréchal de faire le Canard comme il le souhaite. Le dernier numéro est daté du 5 juin 1940 et Maurice Maréchal doit quitter Paris avec sa famille. Je me souviens très bien du départ de monsieur et madame Maréchal et nous-mêmes au square Clignancourt pour passer la ligne le plus vite possible. Il s'était retiré dans les environs de Vichy après la débâcle de 1940 et puis il est mort. Petite surprise inattendue de ces années sombres, on a découvert sur les murs d'un restaurant parisien du marché noir des fresques réalisées par les dessinateurs du Canard. Henri Monnier, William Napoléon Grove, Paul Ferjac. C'est le dessinateur Grume qui a été à l'origine de cette idée de décoration. Les travaux ont d'ailleurs duré suffisamment de temps pour permettre à ces orphelins du Canard d'être nourris comme des canards en pâte pendant plusieurs mois. Pendant la guerre, des amis que le Canard avait à Londres ont fait un faux numéro du Canard. Les messageries, ça a été la Royal Air Force, les avions de la Royal Air Force. Et alors les Allemands, ne voulant pas être en reste, ont fabriqué un faux numéro, comme si c'était un faux numéro de Caneton déchaîné, et qui allait dans le sens de la propagande nazie de l'époque. Mais je crois que les lecteurs ne se sont pas trompés. Et puis alors, il y a eu différents canards. Il y a eu un canard à Beyrouth qui a été fait par la France Libre. Il était imprimé sur les presses de l'université jésuite de Beyrouth. Dans le public français qui était habitué au canard, il y a eu comme un manque. Il y a une citation d'un personnage d'un film de Melville, L'Armée des Ombres. La liberté, c'est quand le canard reparaîtra. Au démarrage du Canard, ça a été la folie. Les lecteurs venaient payer directement au Canard. Du matin au soir, on était plongé, tout le monde s'y mettait, on était plongé sur les bulletins de souscription pour enregistrer les noms, et puis là, ça a été la folie. Mais je sais qu'après la guerre, j'ai retrouvé le Canard rue des Petits Pères, là, presque en face de l'église. Ça leur allait très bien d'être en face d'une église. C'était tout à fait conforme, on aurait dit, à la tradition du Canard, qui voulait être toujours tout près de ceux dont il se moquait, vous comprenez?
D'un côté, il y avait une librairie très saint-sulpicienne, et de l'autre côté, il y avait un excellent bistrot-restaurant où ces messieurs du Canard se livraient à de charmantes agapes. Le vieux Saumur. Le vieux Saumur, c'est ça. Pierre Bénard, déjà rédacteur en chef avant la guerre, a la satisfaction de voir le Canard atteindre des tirages sensationnels en 1945. Il meurt malheureusement encore jeune en 1946. La rédaction choisit alors 2 co-rédacteurs en chef pour le remplacer. Yves Gros-Richard, qui était entré au Canard en 1935 en passant par l'Œuvre, et Ernest Reynaud, dit Traîneau, qui avait fait ses classes au Marbre du Canard et sur le Zin depuis 1924. Paco, secrétaire de Traîneau. Enfin, ils ont fondé le journal, ils l'ont fait, il est parti en flèche, exactement. Je vous dis 450, il est monté très très rapidement à 450 000 et il a dégringolé, de 45 à 55, quoi. Ah oui. En 10 ans, il a dégringolé. Et moi, quand je suis rentrée, vraiment, ça vivait, parce qu'ils étaient très peu. Ça vivait, mais enfin, c'était plus un journal connu, c'était plus coté. En effet, dans les années 50, il ne reste plus qu'environ 100 000 lecteurs du Canard. Que lui reprochent ceux qui l'ont abandonné? Peut-être d'avoir gardé son esprit satirique et son indépendance de vue dans cette période de guerre froide, et de continuer à donner des coups de patte aux 2 grands, aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Un groupe de presse propose alors à Madame Maréchal de lui racheter le journal, mais la mère du Canard refuse cette proposition et renouvelle sa confiance à Traîneau, qui reste le seul rédacteur en chef. Traîneau connaît bien le Canard puisqu'il y est entré depuis bientôt 30 ans et qu'il est passé de la correction à la rédaction en chef. Traîneau connaît bien aussi le journalisme puisqu'il a collaboré à de nombreux quotidiens et a lancé à la Libération le célèbre Franc-Tireur. Traîneau va donc réussir à redonner au journal l'audience qu'il a perdue tout en conservant l'esprit du Canard. Après la guerre, à partir des années 50, alors il a pris un grand essor, et je crois qu'il avait raison, c'est parce qu'on a introduit la distance de l'information. On a apporté beaucoup plus d'informations que le Canard n'en apportait avant, et on était à peu près les seuls à faire de l'information à ce moment-là. Depuis 1953, je crois qu'il y a une année là, dont on parle entre nous, c'est une année importante. L'information a beaucoup augmenté dans le Canard et elle n'a cessé de prendre de l'importance. Michel Gaillard. Je crois que c'est l'Indochine, c'est la guerre d'Indochine. Bon, il y a déjà les prémices de la guerre d'Algérie probablement qui se profilent. Il y a aussi la personnalité des gens qui étaient au Canard, qui l'ont axé davantage vers l'information. Avant, il était beaucoup plus satirique et polémique. Là, l'information a pris de l'ampleur. Ben oui, et puis ça répondait à vraiment ce qu'il avait toujours été, enfin le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un anticolonialisme dont on avait déjà le sentiment avant la guerre, dans certains articles. Donnez-moi ça 2 minutes que j'ai cherché mon fusil. Les signes de la barbarie. Ne pas confondre le barbare avec le champion de la civilisation. Le Canard a été de ceux qui ont dénoncé le bagne en Indochine avec des articles très véhéments, très impressionnants. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Tuez-les. Tuer qui? Les 8 millions d'Algériens musulmans, puisqu'apparemment, il n'y a pas d'autre solution. L'ami Bidas est rappelé en Algérie. C'est Jean Clémentin qui envoie les nouveaux feuillets de route. J'avoue! Je
compris. Général Bijard. Je crois que le canard a été contre nos actions, ça le regarde, mais moi je vois avec du recul. Vous savez, contre le terrorisme, il n'y a pas 36 formules pour s'en sortir. Évidemment, c'est affreux, la violence amène la violence, la guerre amène la guerre. Je suis contre, mais encore faut-il avoir le courage de faire face. Et moi je dis plutôt bravo à ceux qui ont le courage de faire face que d'être dans un café à critiquer derrière un bon pastis. On saisissait des journaux. Le Canard a été parfois saisi en Algérie. Il n'a pas été saisi en métropole, mais l'Express de l'époque l'a été à cause d'un article de Jean-Paul Sartre sur la torture. Et alors le Canard, là encore, a joué un bon tour à la censure. Il a reproduit l'article en petits caractères, mais suffisamment gros pour qu'on puisse le lire à l'œil nu et surtout à la loupe, en le barrant d'un trait rouge et en faisant précéder l'article d'un chapeau soi-disant réprobateur. Les assassins sont parmi nous, titre Traîneau, devant les crimes et les atrocités de la guerre d'Algérie. Les positions anticolonialistes très claires, défendues par le Canard, ne sont pas du goût des chefs politiques et militaires. Le Canard est donc souvent saisi en Algérie. Mais Traîneau continue à défendre le point de vue du Canard. Oh ben, Traîneau d'ailleurs a été dans son bureau, il a été tabassé, tout le bureau chamboulé. Ah oui. On n'a jamais su bien ce que c'était. Mais je sais que moi j'ai eu des menaces, si bien que Traîneau m'avait fait mettre une porte avec un verrou. Parce que quand même... Et un petit guichet. Oh, j'ai dit non, écoute, je peux pas être derrière ce guichet, c'est pas possible. Alors j'ai ouvert la porte, puis voilà. Traîneau n'est pas seul à cette époque pour faire entendre la voix du Canard. De nombreux dessinateurs et journalistes sont arrivés rue des Petits Pères. Paul Ferjac en a croqué plusieurs. André Sauger, l'administrateur, André Ribaud, pseudonyme de Roger Fressos, et Jean Manant, pseudonyme de Jean Clémentin, qui seront rédacteurs en chef adjoints de Traîneau et s'occuperont de la partie politique du journal. Ne partageait pas du tout l'ambiance du Canard, parce qu'il y avait une ambiance très bon enfant et à laquelle se mêlait Traîneau, mais c'était pas tellement son truc, vous savez. Morvan Lebès ne se mêlait jamais. Morvan Lebès apportait son papier et puis c'est tout. Moi qui vais entrer, il était temps, parce que c'était un polémiste né. Et j'ai kidnappé Morvan Lebesque au moment où il allait aller à Rivarol. Il avait des choses à dire, il était prêt à dire n'importe où. Je l'ai kidnappé, mais j'ai dit, il m'a dit, tu crois pas qu'ils voudront de moi? Mais j'ai dit, on va toujours essayer. C'est une chose qu'on a oubliée depuis très longtemps, on peut dire presque depuis toujours, et spécialement en France, depuis Napoléon par exemple. Morvan Lebès. C'est que l'individu compte, que l'individu a ses droits en premier, et que la morale d'État n'est que secondaire, et qu'on n'a pas le droit, absolument pas le droit, de lier totalement un individu, un être humain, à l'État. Voilà 40 ans qu'on se bagarre contre toutes les sortes de cons qui nous cernent, comme dit l'illustre Janson. J'en ai marre à la fin. On voudrait penser à autre chose. Après tout, il n'y a pas que du noir, il y a aussi du rose dans la vie, ne serait-ce que dans le soutien-gorge des pépés. Et puis, il y a les rosés d'Anjou et de Provence, et il y a les copains marrants, pas tous, mais ça existe. Il y a Traîneau, il y a Grove, il y a Janson, il y a Robert Gaillard, il y a Bréfort quand il boit du lait. Il y a Valentine. Ça fait passer le dimanche. Parce que Valentine de Coin-Coin, comme je vous le dis, elle chaussait du 44 et elle portait des slips façon kangourou. Yvan Audouard. Ah, Bréfort, c'est notre père à tous. Il était camelot, il vendait sur le marché des couvertures, en plus, il vendait des coupons de tissu, n'est-ce pas, 3 mètres de tissu, il y avait qu'un mètre 20 pliés savamment sur l'avant-bras. Il était chauffeur de taxi, il avait des moments creux, il écrivait des petits poèmes, des petits haïkai, des petits contes, comme ça, et il envoyait ça au Canard enchaîné. Et on a commencé à les publier sans le connaître, sans le connaître. Et il est venu nous voir un jour. Et il est resté. Or, le truc extraordinaire, c'est que
privé de ses racines ambulantes, il est resté le même. Il était extrêmement drôle, sauf qu'il essayait toutes ses plaisanteries sur vous en attendant de voir comment vous alliez réagir. Puis il recommençait 3 fois, il dit à la 3e fois, ça a rendu. Jean Hegen. Moi, j'ai passé des journées entières avec lui. Il commençait à parler à 2 heures, il parlait jusqu'à 8 heures du soir. Il parlait, il jouait, il criait, il chantait, il se roulait par terre pour me raconter des histoires. Il vivait les histoires qu'il racontait. C'était vraiment un phénomène, un joyeux vivant. Quand Traîneau, qui avait une tendance à être sérieux, était absent, il faisait l'éditorial du Canard enchaîné, pas sur la politique, par exemple, il a fait, je me souviens, sur 6 colonnes, un éloge du café filtre. Il avait fait un conte dans le Canard enchaîné qui s'appelait Les harengs terribles. De ce conte, pas les frères Jacques, le grenier Hussonneau a tiré un petit spectacle de cabaret. De ce spectacle de cabaret, on a tiré une pièce qui s'appelait Irma la Douce. Et Irma la Douce, on a tiré un film. Et il disait, je suis le seul barbeau autorisé, j'ai une pute qui fait le tour du monde et c'est légal. Bon, le succès lui allait bien. Alors, le pauvre, il s'était mis un peu à l'abri en Suisse, où il s'embêtait. Il habitait rue Nestlé. Un collaborateur de base du Canard enchaîné qui habite rue Nestlé. Alors, bon, il a donné ses lettres de noblesse au calembour, quoi, comme dirait Bréfort, quoi. C'est resté, quoi. Par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor. D'être utile, encore une fois, directement, à la France. Française, Français, aidez-moi. L'Algérie se révoltait, enfin les généraux, les soldats perdus, vous vous rappelez. Eh bien, il était là, il a fait une allocution, et il a terminé son allocution aux Français par « Aidez-moi ». Il a eu un sanglot. Il était parfaitement truqué, son sanglot, c'était évident, mais il était bien fait. Il faut dire, à mon avis, De Gaulle était un acteur de la trempe de Rému. Plus fort même que Rému. Quand il apparaissait à la télévision, c'était sur une musique de Lully ou de Lalande. L'AFP annonçait le soir qu'il regagnait ses appartements privés. Tout son entourage, enfin ses ministres, avaient un comportement de courtisans, comme j'imagine l'avaient les courtisans de Louis XIV. Alors c'est là-dessus qu'on s'est mis à raconter. Moi avec une plume d'oie et Moisan avec un crayon, on s'est mis à raconter les péripéties de la cour. De Gaulle, pour moi en tout cas, était un personnage que l'on pouvait non seulement caricaturer, mais on pouvait lui faire exprimer tout. Le roi martyrisait son premier ministre, qui était M. Debray, qui avait tout du Saint-Sébastien. J'appelais M. le Prince, parce que c'est lui qui avait parlé un jour des princes qui nous gouvernent, et il était devenu M. le Prince. Et alors le roi lui dit un jour, bon, allons nous promener, il l'emmène au bois de Boulogne, et puis il prend une barque et il met Debray à la rame, et il lui demande de s'avancer au large, enfin, comme si c'était écrit. Et puis au bout d'un moment, il lui dit d'une voix très douce, cessez de ramer mon ami, je vais faire quelques pas pour me délasser, et puis il s'est avancé sur les eaux. Et puis, ça s'est vendu à 180 000 exemplaires, ce qui était un best-seller. Ça avait fait tiquer un peu les amis de De Gaulle. Pas De Gaulle, mais les amis. Quelqu'un avait demandé la saisie de ce livre, qui était une lèse-majesté, comme on ne peut pas imaginer. De Gaulle a dit, non, si on le saisit, il se vendra sous le manteau. Eh bien, je n'aime pas être vendu sous le manteau. C'est parce qu'il y a une chose, une caricature, un article, quelque chose qui est dur pour De Gaulle. Alors là, on hésitait beaucoup, on lui donnait tous les journaux, mais pas le Canard. Alors, il compulsait les journaux, il revenait et il disait, mais je n'ai pas le Canard enchaîné. Oui, ah, pour des habitants. Il réclame alors, on lui donne, il le prenait et il allait dans son bureau pour lire. Il tenait le Canard et disait, voyons, que dit ce volatile?
Mais je dois dire que quand même que des acteurs comme ça, on en voudrait. Même dans le gouvernement, au moins qu'on lutte contre des gens qui valent la peine. Maintenant, on lutte contre des guignols. Avec De Gaulle, le Canard a trouvé un personnage à sa mesure. Et c'est sous son règne qu'il célèbre ses 50 ans. Il a retrouvé sa bonne santé, avec un tirage voisin de 400 000 exemplaires. La preuve que la Terre est ronde, c'est que ceux qui ont les pieds plats ont du mal à marcher. Il y a quelques années, ceux qui nous gouvernent ont fait une découverte tout aussi importante. Ils ont pensé, la preuve que les automobilistes sont ronds, c'est qu'ils roulent. Pour l'automobiliste, c'est déprimant. Surtout qu'il y a forcément des injustices. Parce que les gendarmes, eux, c'est pas souvent qu'ils soufflent. Et pourtant, il y en a parfois qui font de ces imprudences. Quand on les voit dans les fêtes de la gendarmerie, à 4 sur une moto. Un sur le siège, les autres debout sur ses épaules. Pour faire de telles singeries, il faut bien avoir un petit coup dans l'aile. Et ils font ça les bras en croix, sans tenir le guidon. Eh bien, il y a un bon Dieu pour les ivrognes, qu'il n'y en a pas un qui tombe. En 1956, Traîneau entend le chansonnier Charles Bernard au théâtre de 10 heures. Il lui propose de faire des comptes pour le Canard. Je suis venu d'Espagne, sans papier, sans rien, enfin, en fouillant Franco. Et j'ai travaillé comme manœuvre dans le bâtiment. Je suis tombé dans l'échafaudage. Et le médecin qui m'a soigné, parce que j'ai travaillé comme maçon, m'a recommandé d'aller au Canard présenter un dessin que j'avais apporté d'Espagne qui s'appelait La Corrida Franquiste. Vasquez de Sola. Je suis allé au Canard, j'ai présenté ça, j'étais très bien reçu. Par qui à l'époque? Par Traîneau, à l'époque. Et on m'a payé royalement, c'était vraiment... J'étais très heureux. J'ai apporté des dessins, mais je n'étais pas très au courant de la politique française, bien sûr. Je venais d'arriver, je n'étais qu'un petit maçon. Et j'ai dû quitter moi-même. C'est-à-dire qu'il voulait que je reste, mais à moi, ça me faisait un peu honte de toucher sans apporter quand même quelque chose. La deuxième fois que je suis parti du Canard, c'était précisément pour ça. Parce que j'avais présenté cette caricature de Brassens, que c'était une guitare, que c'était imaginé Brassens. Et ça m'avait été refusé par Traîneau. Ça avait été refusé parce qu'il disait pourquoi tu ne dessines pas comme tout le monde. et puis à la mort de Brassens, cette caricature, je l'ai ressortie, ça a été publié. Il a fallu aussi faire le tirage parce que les gens ont demandé, faisaient des photocopies de cette caricature que la moitié de la France a, parce que, enfin, et même au Canada, ça a beaucoup plu. Nous nous sommes rencontrés au buffet de la gare de Genève. Et Traîneau, très spontanément, m'a demandé d'envoyer un dessin déjà représentatif de mon travail au Canard comme invité de la semaine. Jean Leffel. Du fait que c'est à Paris et qu'il y a du parisianisme également, il faut être dans le coup. Et c'était très difficile pour moi. Un dessin que j'envoie, c'est la légende, et surtout au Canard enchaîné. Ça peut être le plus beau dessin de la Terre. Si la légende ne correspond pas à ce qu'ils attendent, ça passe à la corbeille. Pinozac, le troisième dessinateur métèque engagé par Traîneau. Traîneau fait dessiner dans le Canard de nombreux caricaturistes.
Raoul Cabrol, inimitable dans ses portraits-charges et ses grosses têtes. César Garcia, créateur de Malabar, qui n'avait rien de commun bien sûr avec Qui vous savez. Pourquoi, dans les années 60, les dessinateurs du canard se retrouvent-ils en première page du journal Nice Matin? Vous êtes à l'occasion du carnaval de Nice, tous les ans. Oui, on allait faire là-bas sur place, puis on allait bouffer le pognon à Nice. Et les dessinateurs allaient au Canton, la maison de Nice où Traîneau s'était installé pour raison de santé, et d'où il continuait à diriger la rédaction du Canard. Un événement historique l'oblige à revenir travailler quelque temps à Paris. Mai 68. De Gaulle? Un homme se penche sur son pavé. L'année suivante, sa maladie nécessite une hospitalisation. Son fils se souvient de ces moments-là. Il est rentré à l'hôpital américain et pour une opération d'urgence, ce qui ne l'a pas empêché de faire le dernier numéro du Canard depuis son lit, depuis sa chambre. Et ensuite, le lendemain de son opération, la première chose qu'il m'a demandé, c'était le Canard. En décembre 1969, cet homme de fer et de cœur, comme l'écrit André Ribaud, meurt. Madame Maréchal, mère du Canard, avait disparu aussi. Un nouveau directeur est élu en 1970, André Ribaud, pseudonyme de Roger Fressos. Sous De Gaulle, enfin, il y avait des abus, mais il les tenait, on avait un petit peu peur du général. Et puis alors, il s'est instauré, après la rigueur de la cour, il s'est installé un peu des mœurs de régence. Alors c'était le moment où la guerre d'Algérie finie, on a commencé à industrialiser la France, à construire, et ça a été l'occasion, ça a été la grande période non seulement des affaires, mais de l'affairisme. Je dois dire que les personnages que nous avons maintenant, je ne fais pas de distinction entre la gauche et la droite, en ce moment c'est la même chose. C'est trop pâle pour faire un grand dessin sur ces gens-là. Ils n'existent pas. Ils n'existeront pas. Ils sont complètement perdus dans l'histoire, ces gens-là.